Bonjour à tous, voici la deuxième partie de l'épisode avec Malika dans le podcast Comme tout à chacun. Aujourd'hui, je la retrouve en 2024 avec des petites péripéties et un peu de retard, mais très heureuse de vous faire écouter ce qu'elle a à nous partager sur ses valeurs dans son travail et le thème qu'elle connaît bien, la souffrance au travail. Pour cela, et si ce thème vous intéresse, je vous invite à écouter jusqu'au bout cet épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Malika. Bonjour Nathalie. Merci d'être revenue en 2024 après cet épisode de 2016 que l'on a commencé à publier dans Comme tout à chacun le podcast. Oui. Et donc là aujourd'hui, on va commencer par à nouveau te présenter en 2024. Ce qui aujourd'hui a marqué ton évolution depuis 2016 dans ton orientation, et aussi commencer par nous expliquer à l'écoute de toi en 2016 ce que tu as pensé de toi et ce que tu en as retenu, de comment tu te vois cheminer dans ton orientation en 2016 et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport. Très bien. Alors, c'est assez complexe. Par rapport à ce que je t'ai raconté en 2016, je crois que je continue sur la même lancée. Je fonctionne toujours un peu de la même façon. Ce qui compte pour moi, c'est le sens de mon travail, l'utilité que je peux avoir pour l'autre, pour les autres. Oui. Le fait à l'époque, je disais, je ne veux pas travailler pour enrichir un patron. Oui. Cette idée, je la fais un petit peu évoluer. Oui. Je souhaite, bien entendu, être utile à l'autre. J'accepte tout à fait de travailler pour un patron, Oui. pourvu qu'il Il y aille en a dans le même partout. sens. Voilà, il y en a partout, effectivement. D'accord. Bon, aujourd'hui, je suis fonctionnaire, donc je peux trouver l'utilité de mon travail dans le sens du service public. Oui. Voilà. Ça, c'est important. C'est ça qui est important, effectivement, c'est ce qui me guide. Je suis donc toujours sur ce chemin. Après, le sens du travail fait appel aussi, ce que j'appelle le sens du travail, ça fait appel à mes compétences, à mes préférences, à mes envies, Tes goûts. voilà, à mes goûts, effectivement. Donc, c'est comme ça que je le construis et que je le fais évoluer au fil des ans. Et un autre facteur qui est également très important, et je crois qu'il a toujours été important sans que je puisse forcément le nommer, c'est l'éthique. Ah oui, l'éthique. L'éthique, j'y tiens particulièrement dans le travail, surtout dans un travail orienté vers l'humain, bien entendu. Et une fois que ces trois facteurs sont réunis, l'utilité, le sens, l'éthique, eh bien, il faut les combiner aux contraintes de la vie. Voilà, c'est ça. Voilà, dont il faut tenir compte dans l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. D'accord. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que depuis 2016, certaines choses ayant évolué sur le plan personnel, les facteurs restrictifs sont de plus en plus nombreux. Oui, c'est ça. Restrictifs dans le sens où je vais m'orienter avec plus de contraintes, plus d'exigences que quand j'étais plus jeune. Voilà, tu étais toute seule à l'époque quand tu étais plus jeune. Enfin, disons que tu n'avais pas
tu n'étais pas à charge de famille. Voilà. C'est ça, Tout à en fait. fait, ce que tu veux dire aussi. Exactement. Cette charge de famille, aujourd'hui, elle implique des disponibilités horaires plus importantes. Dans un métier d'infirmière, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre. Ça implique aussi une rémunération suffisante pour assumer les frais, les charges, le foyer en toute indépendance. Voilà. Que la famille soit petite, grande, ça ne change pas grand-chose, il y a des frais fixes. Voilà. Donc cette rémunération compte aussi dans mes choix et dans les directions que je prends. Ce qui veut dire que des fois, tu fais un compromis face à l'éthique ou les autres valeurs pour lesquelles toi, tu essaies de garder un cap, sur lesquels tu essaies de garder ce cap-là, ce qui te fait avancer dans ton domaine professionnel. Exactement. Tu as parfaitement fait la synthèse de ce que je viens d'expliquer. Donc pour reprendre un peu le parcours, ça va être assez typique finalement de ce que je viens de t'expliquer. Voilà. En 2016, j'ai donc achevé ma formation en santé au travail. Voilà. J'ai donc poursuivi cette activité. Tu as eu ton diplôme. Voilà, j'ai été diplômée, effectivement. J'ai poursuivi cette activité dans le service dans lequel j'exerçais en milieu hospitalier, un service de santé au travail en milieu hospitalier. Le médecin avec qui je travaillais étant parti en retraite a été remplacé par la suite, et là je suis tombée sur un médecin extraordinaire, encore une personne qui a marqué mon parcours. Je voulais te demander qui t'avait inspiré. Bon voilà, j'ai déjà la réponse. Voilà, donc en 2016-2017, j'ai eu la chance de travailler avec un médecin que je trouve exceptionnel. Alors, exceptionnel dans le sens où la médecine du travail est une discipline assez vue assez péjorativement globalement. Sans peu de crédibilité auprès de beaucoup de travailleurs, ce que je comprends, conçois. Or, il y a des personnes investies en santé au travail qui ont beaucoup de détermination, qui ont la volonté de faire leur travail dans l'intérêt des travailleurs et non pas dans un tout autre intérêt de confort de vie ou d'horaire, etc. Il y a des images comme ça qui sont véhiculées sur le fait que ce serait moins difficile d'être dans la santé au travail que dans les urgences d'un hôpital, par exemple. Tout à fait. D'accord. C'est moins honorable, c'est moins difficile intellectuellement, moins difficile physiquement, etc. La réalité, elle est surtout ce qu'on en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc j'ai eu la chance de tomber sur un médecin extrêmement investi, très expérimenté, avec une ouverture d'esprit tout à fait incroyable, et jamais dans le jugement des personnes suivies, mais toujours ayant à l'esprit que l'organisation du travail impacte la santé, que c'est bien sûr l'organisation du travail qu'il faut œuvrer et non pas simplement juger les personnes et les travailleurs et à les trouver inadaptés. Bref. D'accord. C'est une vraie révélation. Ah oui. Voilà, seulement c'est un médecin qui n'est pas resté extrêmement longtemps dans le service où je travaillais. Voilà. Faisant face à certains freins, on va dire,
dans sa propre activité au sein de l'établissement. Il a préféré partir? Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc moi je suis restée avec mes 3 collègues de l'époque. Et puis un autre médecin est arrivé. Donc là, mon exigence de qualité avait quand même considérablement augmenté. Je n'étais pas très satisfaite. Oui. Bref, ce moment est passé puisque ce médecin aussi est parti. D'accord. À peu près pour les mêmes raisons que la précédente. Oui. Mais il n'avait pas les mêmes objectifs? Pas les mêmes objectifs, pas la même façon d'impliquer le collectif de travail aussi. Voilà. Je n'ai pas parlé du collectif de l'équipe, mais ça fait partie des facteurs essentiels. Pour être bien, quoi. Pour être bien, pour me sentir bien dans mon travail. Ça, c'est important aussi. Tout à fait. Oui. Et donc, voilà, il y a eu une période sans personne, sans médecin, où là, nous avons dû quand même porter un certain nombre de responsabilités que nous n'aurions pas dû porter. D'accord. Une période un peu éprouvante. Et puis, un autre médecin du travail est arrivé. Et là, c'était absolument la catastrophe. Oui. Alors, pour toi, ça voulait dire... Pour moi, ça voulait dire... Je suis dans l'impossibilité de travailler avec cette personne. C'est ce que tu as dit en 2016. Tu as dit on ne peut pas révolutionner le monde. Quand on est mal quelque part, on part. Et c'est exactement ce que tu as fait. Oui, tout à fait. Donc là, j'ai réalisé, en quelques mois, j'ai réalisé un bilan de compétences en urgence qui m'a permis d'explorer différentes pistes professionnelles comme le secteur médico-social, voilà, sur d'autres missions que celles d'infirmière, moniteur d'atelier, éducateur, etc. Mais ces compétences et ces intérêts, ces goûts professionnels étaient toujours centrés autour des mêmes valeurs et de la relation humaine. Donc voilà. J'étais aussi bien dans ma profession d'infirmière. Oui. Ayant fait le point sur la partie rémunération, sur la partie formation, engagement dans les études, etc., il était quand même plus simple de rester infirmière. Voilà. C'était soit je renonçais à une partie importante de ma rémunération, soit je devais reprendre des études sur une période de plusieurs années, ce qui n'était pas envisageable non plus. Voilà. Et puis j'ai fait le choix de travailler dans le champ médico-social, mais en tant qu'infirmière. Et j'en ai eu l'opportunité aussi. Et j'ai pu exercer pendant 14 mois dans un foyer pour jeunes personnes handicapées mentales. Voilà. Donc c'était une période vraiment épanouissante et enrichissante. Ça veut dire que tu as découvert des nouvelles choses dans ton métier, des nouvelles compétences. Alors, un nouveau public peut-être? Alors, un public que j'avais pu côtoyer dans le champ de la psychiatrie, mais pas de façon aussi importante, puisque ça représentait que, dans un des services où j'ai travaillé, ça ne représentait que quelques personnes, quelques profils de personnes prises en soin. Et puis en fait, oui, j'ai quand même découvert un nouvel environnement, puisque le secteur médico-social, je ne l'avais jamais pratiqué réellement. J'avais toujours exercé en milieu hospitalier en tant qu'infirmière. Et donc j'ai pu travailler avec des travailleurs
sociaux, des éducateurs. Des finalement. éducateurs, plus le domaine social. Voilà. Donc tu t'es confronté à un autre volet en fait de Exactement. l'accompagnement en fait Tout à fait. du public. Donc là, c'était encore une application du travail en pluridisciplinarité. Oui. Ce qui était... Comme tu l'as fait quand tu as fait t'as préparé ton diplôme de santé au travail, tu disais que tu te retrouvais avec un public très hétérogène en fait, Oui. d'étudiants. À la fois, ça te fait découvrir des nouvelles façons d'exercer ton métier d'infirmière et de voir les choses sous un prisme différent peut-être. Et oui. C'est vrai que quand on est infirmière, on a la possibilité d'exercer à la fois dans tout type de milieu, j'ai envie de dire, auprès de publics extrêmement variés, mais aussi avec des collègues ou un réseau extrêmement vaste. Oui. En santé, on ne travaille pas seul dans son petit milieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. Nous avons forcément du lien, que ce soit en soins généraux, en psychiatrie ou dans je ne sais quel champ, avec des assistantes sociales. Oui. Tout simplement. Avec, oui, là, c'était plutôt des éducateurs, des animateurs. C'est extrêmement vaste. Donc, dans ce foyer, ma mission, ça a été de m'occuper finalement de la coordination des soins, de mettre en place les soins, prendre connaissance des problématiques des résidents, les prendre connaissance et prendre en compte, bien entendu, travailler sur le réseau de santé, donc maintenir ce qui était en place et le développer, et puis créer de nouveaux liens aussi. Travailler beaucoup en individuel avec certains résidents qui avaient plus de réticence, et travailler aussi sur le collectif, parce que je n'étais pas là 24 heures sur 24, bien entendu. Bien donc, le collectif de professionnels présents devait assurer la continuité des soins et puis aussi transmettre l'information, que ce soit l'information à transmettre aux familles ou les informations des familles ou de ce qu'ils ont constaté en absence pour les remonter. D'accord. Voilà. J'ai travaillé énormément aussi avec les familles, avec en les impliquant finalement dans les projets de soins et dans l'adhésion aux soins, en leur expliquant les tenants, les aboutissants de ce que l'on proposait, en attendant leur accord, bien entendu. Donc, c'était un moment extrêmement riche pour moi. Intéressant. Voilà, je crois que j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris sur ce qu'était le rôle potentiel d'une infirmière dans le champ du médico-social auprès de personnes handicapées mentales, mais aussi dans un collectif médico-social, un état d'esprit que je ne connaissais pas forcément. D'accord. Et auprès des familles, parce que ce lien avec les familles, j'ai pu un peu l'avoir quand j'étais en milieu hospitalier, mais pas au même point. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Voilà. Et la question du réseau a été vraiment essentielle aussi. Vraiment, ça nous a permis d'avancer franchement sur des situations qui auraient pu remettre en cause les projets de vie finalement de ces résidents. Et tu as l'impression que t'as pu faire avancer des situations en fait. C'est ça que j'entends. J'en ai la conviction. C'est génial ça. Voilà, après, je suis partie
pour des raisons financières. Et puis, Clairement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que voilà, ça rentre en ligne de compte. Bien entendu. Quand on est chargé de famille, il y a le goût pour son travail, Bien sûr. mais aussi la fin du mois qui arrive et ça ne le fait pas, quoi, en fait. C'est ça. Alors, je n'ai pas attendu non plus d'être mal, ni mal dans ma vie personnelle, ni mal dans ma vie professionnelle. Pour faire ce choix de partir, j'ai attendu l'opportunité. D'accord. Et là encore, l'opportunité, c'est passé par 2 coups de téléphone de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Je crois bien que tu n'as pas envie de poursuivre là où tu es et écoute, là il y a un poste qui va se libérer en santé au travail, est-ce que ça pourrait t'intéresser ?» Et donc ces 2 personnes, c'est une ancienne camarade de formation en santé au travail, une infirmière. Le réseau, tout à fait. Et le médecin du travail que j'avais tant apprécié. Ah, le premier en fait. Voilà. Oui, c'est enfin, le premier, le deuxième médecin du travail avec qui j'ai travaillé. Deuxième médecin en fait. Et qui, qui pour moi est mon modèle. Voilà. Mon modèle de médecin du travail. Oui. Voilà. Et donc tu l'as retrouvé. Ces 2 personnes m'ont contacté. Ils t'ont contacté pour un poste. Je n'avais pas perdu les liens. Ah oui. Ces 2 personnes m'ont contacté pour un même poste. Puisqu'elles travaillaient ensemble. Ah oui. Voilà. Ça a été un des hasards des opportunités des unes et des autres. Oui. Elles se sont trouvées ensemble dans un même service de santé au travail, dans une fonction publique d'État. D'accord. Voilà. Cette fonction publique d'État, je pouvais tout à fait l'intégrer puisque j'avais quand même mon statut de fonctionnaire. Et donc, j'ai fait le choix de les rejoindre. Avec bonheur. Du fait que, voilà. J'ai rencontré l'équipe qui était en place, parce que je ne connaissais pas toute l'équipe, bien entendu. Le contact est très très bien passé. Et puis voilà, j'ai proposé ma candidature parce que nous étions quand même tu n'étais pas toute seule. Non, je n'étais pas toute seule à postuler. Oui. Voilà, les choses se sont très bien passées. Tu avais le bon profil en fait. Voilà, j'avais le bon profil et puis j'avais la formation en santé-travail qui allait bien. C'est assez précieux en fait. C'est assez précieux, effectivement. Et du coup, le poste là sur lequel je suis encore actuellement, ça fait 4 ans que je m'occupe. D'accord. Donc depuis 2020, j'y suis arrivée en même temps que le Covid. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors donc ça a dû changer les choses ça avec le Covid. Eh bien, ça a été assez épique. Oui. Parce que je ne connaissais pas du tout cette fonction publique d'État. Ah oui. Voilà, je ne connaissais que mon activité en médecine du travail. Et voilà, tout le reste. C'est un autre corps de métier dans la fonction publique d'État. Donc ça voulait dire encore une grosse nouveauté sur laquelle il fallait que tu apprennes à connaître. Dans la fonction publique, il y a la fonction publique territoriale qui est au niveau local, départemental, régional. La fonction publique hospitalière qui est strictement hospitalière et la fonction publique d'État qui regroupe un certain nombre de ministères comme par exemple le ministère de l'Éducation, de la Justice. Oui, la justice, tout à fait. De l'Éducation. Les finances. Les armées, etc. Voilà. Donc, ça a été une prise de poste assez particulière avec des personnes confinées,
au sein de mon service, des agents qu'on devait suivre qui étaient eux-mêmes confinés, donc on ne pouvait pas les suivre. D'accord. Une belle zizanie, donc j'ai pas vu grand monde. Par Ah contre, oui. on a passé du temps au téléphone pour prendre des nouvelles. Oui. Comme on ne connaissait rien du Covid, on essaie de savoir qui avait quoi, qui faisait quoi, est-ce que c'était grave. Oui, puis en plus, on savait rien du Covid, Et quoi. tous les jours, Oui. on recevait des quantités de documents, de procédures, de tableaux Oui. avec des indicateurs à compléter, etc. etc. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu nagé, mais j'ai été très très bien épaulée par une de mes collègues. Oui. Voilà. Ça a été l'occasion de faire connaissance. En fait, c'était du télétravail au départ. Non, moi j'ai toujours été en présentiel. D'accord. Toujours en présentiel en tant qu'infirmière. On n'avait pas de moyens de télétravailler En tant en qu'infirmière. tant qu'infirmière. N'importe où que ce soit, il fallait être sur le terrain, en fait. Alors, il y avait certaines limitations liées aussi au logiciel, etc. Ah oui. Et puis à l'accès au réseau, à Internet. D'accord. Oui. Voilà. D'accord. Donc, beaucoup de freins et ce n'était pas Envisage. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, une fois que cette période Covid a été résorbée, on va dire, où c'est apaisé, Oui. on a pu rentrer dans le vif du sujet, reprendre les entretiens, les visites. Voilà, certaines réformes sont intervenues qui ont permis au niveau infirmier d'avoir un peu plus de champ d'action. On peut pas dire de responsabilité, la responsabilité. De prérogatives. Oui, de prérogatives, c'est ça. La responsabilité, certes, elle est individuelle, mais elle est aussi et surtout partagée par le médecin. Oui. Donc, ça devient de plus en plus intéressant finalement. Finalement, ça a ouvert quand même pour toi la possibilité de faire encore un métier plus proche du médecin. Tout à fait. Ce que toi, tu envisageais au départ. Ce que j'envisageais au départ, mais que je relativise beaucoup aujourd'hui. D'accord. Justement par rapport à cette question de responsabilité. D'accord. Voilà. Ça, c'est important. Voilà, tu ne regrettes pas finalement. Du tout. Ah oui. Mais alors pas du tout. Non, non. Ouais. Je me rends compte que le médecin a une responsabilité énorme sur le plan légal, oui. Que je n'assumerais pas sereinement du tout. Donc ce serait pas... Voilà. Alors, légal et éthique aussi peut-être. Oui. Quand tu parlais d'éthique tout à l'heure, oui. Je pense que le médecin est encore plus sur la sellette en matière d'éthique, peut-être. Il devrait l'être toujours. D'accord. Oui. Il doit toujours pouvoir avoir un avis le plus proche possible de l'éthique professionnelle face aux soins du malade. Oui. Mais l'infirmière aussi. Mais c'est ça. Ça, je crois que c'est quelque chose que l'on partage quand même. D'accord. J'ai l'impression en tout cas. Oui. Enfin, oui, de mon point de vue en tout cas. D'accord. De mon point de vue. C'est vrai. Mm. En fait, c'est peut-être que je me mets la barre. Mais parce que pour toi, c'est important l'éthique. Oui, non, mais c'est ça. Peut-être ça aussi. Ouais. Et donc, mais les médecins, voilà, sur le plan déontologique, sans doute plus d'exigences encore que nous. Ouais. Et voilà, alors, je ne sais plus, pardon. On disait, enfin, j'ai un peu pris un tournant en parlant du médecin, qu'il avait quand même plus de responsabilités, que c'était pas pour toi envisageable. Oui. Même si aujourd'hui tu appréciais d'avoir plus de responsabilités ou de prérogatives ou de possibilités d'agir sur le patient, avoir le sentiment d'avoir plus d'actions à réaliser auprès du patient sans avoir besoin de demander l'avis peut-être à des personnes plus
plus proche du médecin, par exemple. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, alors effectivement, c'est au moment où je parlais des évolutions réglementaires qu'on a un peu bifurqué. L'activité, elle est centrée autour de la prévention. Donc en termes de conseils de prévention, en termes de conseils directs de prévention auprès des personnels, auprès des travailleurs, les prérogatives sont plus importantes. Par contre, tout ce que nous faisons doit quand même être validé médicalement. Oui. Donc nous avons des modes opératoires, des délégations, des grilles d'entretien, etc. Mais finalement, mon travail s'appuie sur une relation de confiance et de connaissance du fonctionnement du médecin. Ce qui rend le travail très intéressant parce que, tel que je le vois, mon rôle est d'alléger, de soulager la charge de travail du médecin. Et je sais que certaines initiatives sont possibles à partir du moment où l'ensemble des questionnements ont été soulevés et à partir du moment où je sais que je vais pouvoir en faire un retour au médecin et qu'il validera. Un petit peu avant que j'exerce un travail particulier ou un petit peu après, mais en tout cas, cette relation de confiance est essentielle et enrichit en fait le travail, l'intérêt intellectuel du travail. Voilà. Donc, vraiment, c'est un environnement très très épanouissant et ça l'a été jusqu'à ce que ce médecin réduise un peu son temps de travail parce que elle avance aussi vers la fin de carrière. Voilà. Donc, elle réduit progressivement son temps de travail. Il a fallu compléter ce temps de travail par un autre temps médical et le choix a été fait au niveau de mon organisme de recruter ce qu'on appelle un collaborateur médecin, c'est-à-dire un médecin en formation de santé au travail. Donc ce sont des formations qui durent 4 ans, qui sont en alternance finalement, avec l'école. 1 ou 2 jours de formation, universitaire, et puis quelques périodes de stage, et un exercice au quotidien du travail en tant que médecin du travail, avec là encore des prérogatives qui évoluent dans le temps. Donc ça a été une approche comme finalement comme accueillir un nouveau collègue à qui il fallait transmettre, former, contribuer à former, parce qu'on a bien entendu pas la responsabilité en tant qu'infirmière de former un médecin, mais en tout cas on contribue, on contribuait à sa formation. Et je vais dire les choses assez rapidement. Cette personne n'avait pas spécialement envie de se reconvertir dans cette spécialité. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne semble pas s'y épanouir. Et assez vite, au niveau du collectif de travail, nous sommes sentis mises de côté. Voilà. Aujourd'hui, les choses sont plutôt stabilisées, mais nous avons 2 modes de fonctionnement différents avec 2 médecins différents. En fonction du médecin qui est présent. Oui, en fonction du médecin qui est présent, en fonction des établissements suivis, des organismes suivis. Il y a un étayage bien sûr par un médecin tuteur qui n'est pas sur place, qui est dans une autre ville de la région. D'accord. Voilà.
qui ne connaît pas forcément complètement notre fonctionnement antérieur, en tout cas elle n'a pas perçu jusqu'à présent. Donc on se trouve vraiment dans une phase où on doit s'adapter à deux fonctionnements très différents, l'un en confiance, l'autre, je ne vais pas dire sans confiance, mais en tout cas sans marge de manœuvre. Oui. Voilà. D'accord. C'est un peu particulier, c'est pas ce que j'attends. Non. Et surtout, je vois bien que ça n'est plus dans ce que toi, tu t'es donné à voir comme valeur dans ton travail, quoi. Et ça me rappelle un peu ce que tu disais quand il y a de la souffrance au travail, voilà, c'est pas bon, quoi, en fait, de se sentir non. comme ça. La souffrance, dans le collectif, en fait. Voilà. La perturbation des valeurs d'un collectif, oui. Individuel ou collectif d'ailleurs. Oui, c'est vrai. La perturbation des valeurs, la remise en question, parfois même des valeurs, conduit nécessairement à des contradictions, à des arbitrages qui sont parfois lourds et qui ont un impact sur le psychisme. Oui. Donc effectivement, ce qui est important, c'est d'identifier ces situations délétères et d'y remédier autant que possible et le plus vite possible. Voilà. Donc, parfois on peut agir en interne, parfois on ne peut pas. Et quand on ne peut pas? Et quand on ne peut pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On part. On part. Ben voilà, on y revient. On y revient. Donc effectivement, je me trouve encore dans un tournant. Oui. Là, je tourne beaucoup en fait. C'est ce dont je m'aperçois. Est-ce que c'est vraiment un tournant de changer de poste et d'aller ailleurs? Mais tout dépend comment ça peut se mettre en place. Parce que c'est déjà une piste que j'ai explorée, changer de poste, tout simplement. Oui. Mais est-ce que c'est facile? Mais est-ce que c'est facile? La réponse est non. Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas facile? C'est exactement ce que je te disais au début. J'ai mes valeurs. Oui. J'ai mes attentes, l'utilité, le sens, l'éthique, le travail d'équipe. Oui. J'ai besoin d'analyser. Oui. J'ai besoin d'avoir une activité qui me permette d'analyser les situations. Je veux que ça reste centré sur l'humain. De préférence, l'humain dans une situation de vulnérabilité. En fait, l'humain avec des problèmes de santé est toujours plus ou moins en situation de vulnérabilité. Mais il faut aussi que cela s'articule avec ma vie personnelle et avec mes besoins financiers, d'assumer la charge logistique, etc. au quotidien, d'être présente aussi dans ta vie personnelle et présente dans ta tête aussi, en fait. Oui, c'est ça aussi. Une certaine c'est pas mentale, que de la logistique, etc. C'est-à-dire, voilà. Est-ce que mais là, ça va peut-être, je change peut-être le sujet. On reprend donc par rapport à cette idée que ça vient en ligne de compte. Voilà. Donc pour faire un bref résumé de ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai postulé sur différents postes dans la fonction publique, dans d'autres fonctions publiques, et j'ai été retenue pour un poste auquel j'ai dû renoncer pour une question de perte financière. Parce qu'on a beau être fonctionnaire, on a beau être fonctionnaire, on peut ne pas avoir tout à fait les mêmes grilles d'un endroit à l'autre, et puis sur le plan indemnitaire, il y a des petites différences. C'est une notion que je ne connaissais pas particulièrement.
mais que c'est un je viens de calcul que tu découvrir. apprends aujourd'hui en fait. Tout Que à tu fait. n'avais pas en tête jusqu'à présent quand tu as changé de poste. Voilà. Parce que pour toi, c'était plus important d'abord d'y être bien. Oui. Et quand à un moment donné, tu ne pouvais plus révolutionner le monde, et ben tu t'es dit, je pars. Mais là, c'est pas que tu peux révolutionner le monde, mais tu ne peux pas imposer de révolutionner ton quotidien avec ta famille, etc. Oui, c'est ça. Si tu t'en vas. C'est ça. Cette indépendance financière me concerne, mais concerne aussi mes enfants. Donc, le choix était... Donc tu as laissé un poste qui t'intéressait et beaucoup, qui convenait à ton profil, et ton profil était recherché. Voilà. Et là, bam, ça veut dire que toi, là aujourd'hui, tu restes sur ton poste actuel, dans lequel tu n'es pas forcément bien, mais qui est mieux payé que si tu changeais. Et qu'est-ce qui se passe là, alors, du coup? L'opportunité pour toi? Ce qui se passe, c'est que je projette de réaliser à nouveau un bilan de compétences, donc 6 ans après le précédent. Oui. Pour refaire la synthèse de ce que j'ai appris à faire, de ce que je sais faire, de ce que j'aime faire, et essayer de mettre ça en parallèle avec des métiers dont les compétences correspondraient à mon profil et les valeurs aussi. Ok. Voilà. Aujourd'hui, j'arrive à envisager de changer de métier. De ne plus être infirmière. De ne plus être infirmière. Voilà. Après combien d'années de carrière? Seulement, j'étais diplômée en 2007, donc seulement pas mal. 17 ans. Voilà. Oui, 17 ans. 17 ans en ayant travaillé auparavant. Dans 7 années. Oui. 7 années, je me souviens. Alors, j'ai fait... c'était pas mal aussi. Hein. Oui, à peu près 5 ans. 5 ans. 5 ans dans l'IA, l'industrie agroalimentaire, si je me souviens bien. L'industrie, non. L'industrie électronique. L'électronique. Oui. Dans l'industrie. Et il y a eu un licenciement économique qui t'a permis de faire un bilan de compétences. Alors, il m'a permis surtout de pouvoir entrer en école d'infirmière. Oui, c'est ça. Voilà. Et après 5 ans dans l'industrie, 3 ans en école d'infirmière et ensuite 17 ans en tant qu'infirmière. Voilà. Et là se pose la question, aujourd'hui j'ai quand même fait un tour peut-être de la question du métier d'infirmière, même si tu vois bien aujourd'hui que c'est très vaste, c'est ce que tu as dit, que tu pourrais exercer dans plein de domaines. Oui. Le métier d'infirmière et développer encore de nouvelles compétences par rapport au réseau social, éducatif, etc. Et puis finalement vient en ligne de compte cette partie comment je vais pouvoir à la fois assurer une carrière intéressante en fonction de mes valeurs et avec avec un métier peut-être différent. Oui, c'est toute l'interrogation actuelle que tu vas faire dans le bilan de compétences. Que j'aimerais faire, que j'aimerais explorer dans un bilan de compétences. Mais c'est intéressant parce que, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu as décidé de t'orienter vers le métier d'infirmière. Oui. Parce que tu avais fait un bilan où on a dit ce que je veux faire, ce que je peux faire, ce que je sais faire et j'ai envie d'apprendre et de... Voilà. Et là, c'était le métier d'infirmière. Voilà. Et là, aujourd'hui, tu vas te servir de toutes ces expériences, de toutes ces compétences. Je vais essayer de garder la cohérence dans les compétences que j'ai pu développer. Et dans mes champs d'intérêt aussi. Dans tes champs d'intérêt. Bien sûr. Je pense que c'est l'objectif de beaucoup de gens. Oui.
de réussir à tout réunir, à tout rassembler en Oui. tout cas. Je ne sais pas si c'est une quête atteignable, enfin, Oui. si c'est objectivement, ça paraît assez peu réaliste. Mais en tout cas... En quoi ça peut être irréaliste? Parce que toi, ce que tu voudrais, en fait, est-ce que c'est un métier dans lequel tu gagnes plus d'argent, mais en même temps que tu es aussi un exercice, des activités, des activités dans ton métier qui te plaisent et dans lesquelles tu apprends à nouveau? Parce que moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu adores apprendre. Oui, j'adore apprendre, mais j'adore surtout comprendre. D'accord. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aimerais un métier où je puisse analyser. Mhm. Voilà. Et c'est ce que je fais là au quotidien. Oui, oui. Et c'est pas forcément ce qu'on peut faire au quotidien quand on est infirmière dans un service de soins, à travailler toujours dans l'urgence et à se dépêcher pour réussir à faire le tour de l'ensemble des patients dans un temps donné. Donc aujourd'hui, là, c'est quand même un point intéressant. Oui. Tu aimes analyser des dossiers, c'est-à-dire un métier beaucoup plus éloigné du patient en direct que tu avais auparavant. Ça veut dire une autre fonction, plus... une autre fonction, quoi. Oui, peut-être. Alors, Et t'as pas d'idée comme ça qui non, te je vient? n'ai pas d'idée. C'est génial, ça veut dire que tu vas explorer le champ des possibles. Mais je crois qu'il faut que j'explore quelque chose de vaste, oui, effectivement. Et après, j'adore toujours le relationnel, attention. Ah oui, mais pas justement, de côté, le relationnel... mais avec qui? Voilà, tu vas certainement le mettre dans le paquet. Mais avec qui? C'est une... Voilà. C'est génial. Alors, ça veut dire que dans 8 ans, on se retrouve et tu nous diras tout ce qui s'est passé dans les 8 ans. Le rendez-vous, on peut le prendre aujourd'hui. Voilà. On peut se dire, voilà, oui. Dans 8 ans, on saura comment le bilan de compétences s'est passé et vers quoi ça t'a mené et peut-être encore mené. Parce qu'en fait, c'est toujours comme ça, non? Un petit peu. Oui, ça évolue. Ça évolue. En fait, au moment où j'ai l'impression que je n'apprends plus assez, donc je ne suis plus suffisamment stimulée, voilà. Je change. Voilà. En toute sécurité, mais tu changes. Oui, voilà. C'est nécessaire. Oh, peut-être que dans quelques années, je pourrais prendre un peu plus de risques. Si je n'ai plus vraiment de responsabilité familiale. Je pourrais... Je pourrais peut-être faire des expériences que je mets de côté aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pas fini. Les portes sont pas fermées. Voilà. Alors, comme tu m'as parlé tout à l'heure d'une personne inspirante et que j'ai dit sans doute ce serait le médecin, mais c'est peut-être pas lui, le médecin dont on a parlé qui était vraiment... qui t'a permis d'avoir un nouveau poste, un poste dans lequel tu avais toute sa confiance pour pouvoir évoluer et avancer et te motiver au travail. Oui, complètement. Et donc, est-ce que ce serait encore lui que tu dirais là ou une autre personne? Enfin, je ne sais pas, il y a d'autres personnes peut-être qui t'ont inspiré au cours de ces 8 dernières années? Oui, alors il y a forcément eu des rencontres très intéressantes. Bon, toujours l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, infirmière, secrétaire, psycho, ça a toujours permis de me motiver, de me stimuler. Voilà. Mais vraiment, ce médecin a eu un fort impact. Et les psychos avec qui j'ai pu travailler aussi m'ont permis une ouverture d'esprit. Là où je ne voyais pas de questions à se poser,
eux ont pointé qu'il y avait des questions à se poser. Voilà, comme une porte qui s'ouvre Oui, un peu. oui, 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 oui. Je vois très bien ça dans ton regard. C'est pour ça que je me dis ça d'un coup là. C'est un peu le principe de la porte à galandage. Oui. On la voit pas vraiment, et puis, mais voilà, Mais quand mais elle s'ouvre, pourquoi pas. on découvre le passage. Voilà. C'était, c'est des personnes qui m'ont permis d'explorer des dimensions. Là, on va se centrer sur la santé au travail, mais sur la dimension plutôt socio-organisationnelle, psychosociale. C'est vraiment une dimension passionnante et qui est présente à tous les moments de la vie, chez tout le monde, chez tous les travailleurs. C'est pas un risque spécifique à une activité professionnelle. Tout le monde est exposé à la dimension psychosociale dans l'organisation du travail. Donc j'ai énormément appris avec les psychos que j'ai pu rencontrer. Donc là, il y en a eu, allez, 2 marquants. Ah oui. Un psycho et sa stagiaire étudiante. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle est même en reconversion. Ah oui, donc voilà. Donc des gens très, très, très intéressants, passionnants. Ah oui. Avec des références bibliographiques interminables. Ah oui. Et du coup, t'as envie d'y aller en permanence et d'aller encore c'est ça. découvrir. Et approfondir. Chacun son tes métier, connaissances, mais aussi tes compétences. Oui, c'est ça. Mais aussi savoir un peu plus précisément dans le réseau vers qui se tourner et à quel moment. Très bien. Parce que chacun son métier. Quand même. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'avais aussi une autre question. Et là, c'est plus, en fait, est-ce que si tu avais, pour le coup, une personne ou une référence ou ça peut être un livre aussi, ça peut être je sais pas, une personne sur laquelle toi tu pourrais te référer, mais ça peut être un ouvrage ou quelque chose ou un film, ou est-ce que quelque chose te représenterait assez bien aujourd'hui, ou quelqu'un pourrait que tu aimerais dire bah voilà. Parce que on a eu un épisode avec Clément où il a fait référence à une personne qui est spécialisée dans l'écologie en fait, un chercheur, enseignant et assez connu, qui a fait des recherches, mais aussi qui a réalisé des ouvrages, qui participe à des conférences et qui a une certaine éthique dans l'écologie par rapport à son domaine. Est-ce que toi, tu as aussi des références comme ça sur lesquelles tu t'appuies et que tu t'inspires et que tu aimerais partager en disant, ben voilà, ça me... Il y a deux références que je pourrais citer. L'une est psychologue et a créé un mouvement en lien avec la souffrance au travail, enfin un site internet et puis un réseau de formation. Oui. C'est Marie Peuzé. D'accord. Peuzé, P-E-Z. P-E-Z-E. Et, d'accord. L'une des premières à avoir en France en tout cas fait des livres, réalisé des écrits, des analyses en lien avec la souffrance au travail. D'accord. Et l'un de ses acolytes, au moins au début en tout cas, Christophe Dejour. Ah oui. Qui a accompagné et poursuivi ce travail. Chercheur universitaire aussi. Donc, pour moi, ce sont les deux grands noms. Oui.
C'est pas un sociologue En fait, je me demandais. Plus. Je ne sais plus. Non, c'est intéressant parce que c'est ce qui te marque dans les 8 dernières années, toujours en rapport avec la santé au travail, en fait. Oui, parce que c'est vraiment le domaine que j'ai investi, la dimension psychosociale. Sur tout ce qui est risque chimique, risque cancérogène, mutagène, reprotoxique, on a plein de supports, on a plein d'écrits, c'est connu. D'accord. On arrive facilement à trouver l'information juste en quelques clics sur Internet. Sur tout ce qui est dimension psychosociale, santé mentale, santé psychique, organisation du travail. Liée à l'organisation. Voilà, organisation du travail délétère pour la santé. Voilà. C'est très peu reconnu. On en parle beaucoup, mais c'est très peu reconnu dans le monde du travail. Et tout ça, c'est vrai que ça fait partie de ce qui m'intéresse, la santé mentale, effectivement. L'impact que peut avoir l'organisation du travail sur le psychisme d'un travailleur, et c'est absolument monumental. Il y a des gens qui sont mis à l'écart du monde du travail. Après ce type de mauvaise expérience non reconnue. Et c'est bien de le dire, quoi. Voilà. C'est bien de le faire savoir aussi qu'il y a des études là-dessus, qu'il y a des recherches là-dessus. Après, l'idée c'est que peut-être les personnes qui peuvent écouter peuvent se dire « Mais alors moi j'étais pas au courant et ça m'intéresse justement d'en savoir plus et je peux aller sur un site où là on en parle, on va m'informer que ça arrive aussi à beaucoup d'autres et qu'il y a peut-être des choses à faire, quoi, finalement, encore à faire beaucoup. Parce que comme tu dis, sur l'aspect chimique, des risques professionnels. Voilà, c'est ça, des risques professionnels, sur l'aspect des risques pour la santé. Mais que pour la santé mentale ou le psychisme des travailleurs dans leur organisation, il va falloir aussi avancer aussi. En fait, c'est ça que tu veux dire. Certainement. D'accord. Certainement. C'est très riche ça pour nous, quoi, pour tout le monde. Oui, donc le site Souffrance et Travail, Souffrance et Travail, créé par Marie Peset, est une source d'information extrêmement vaste, avec aussi des références juridiques qui sont très importantes, parce que ce qu'on dit là recoupe aussi un peu le champ du harcèlement. Le harcèlement, c'est une notion juridique, c'est pas du tout une notion santé-travail, mais le harcèlement, on sait que ça peut avoir un impact bien sûr très grave sur la santé. Donc il y a plein de références. C'est un site dans lequel il faut fouiller. Ok, il y a des ça trésors. marche. Bon. Moi je vais y aller en tout cas, ça m'intéresse. Maintenant tu m'as donné envie. Eh bien écoute Malika, je te remercie beaucoup et puis on va se donner rendez-vous dans 8 ans alors. Le rendez-vous est pris. notre agenda. Voilà. Et puis merci vraiment pour cet entretien à nouveau en 2024. Avec plaisir Nathalie. Et je ne me lasse pas. Merci de m'avoir écoutée avec patience et de m'avoir aidé à organiser, structurer un petit peu. Pas facile. Pas facile de se retrouver dans un emploi du temps qui est très chargé. C'est ça que je voulais dire en tout cas. Oui, si, on y arrive toujours, Nathalie, même si je t'ai fait faux bond 2 fois cette semaine. Quand même. Ah, c'est pas grave. Mais voilà, et il faut aussi savoir que tu as un emploi du temps qui est pas facile. Et comme toutes les personnes qui travaillent et qui ont besoin aussi de se protéger un petit peu de temps en temps. Et en tout cas, moi, je suis très honorée que tu sois venue aujourd'hui. Écoute, merci, mais l'honneur est partagé, Nathalie.
Merci Malika pour la transmission et le partage de ton parcours. Le prochain épisode sera un bonus et Malika m'interroge cette fois sur mon parcours et les raisons de ces entretiens que j'ai réalisés en 2016 et de ce podcast publié en décembre 2023. Alors, à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.